Alors bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir en cette salle des fêtes du Panthéon. Je suis Guillaume Leroy, responsable des affaires publiques du Cercle Droit et Liberté, mais aussi doctorant en droit pénal. Je le rappelle, le Cercle Droit et Liberté est une association qui regroupe des juristes, qu'ils soient magistrats, avocats, universitaires, voire même étudiants. Nous nous sommes fixés deux missions principales. La première qui est de promouvoir le débat au sein du monde juridique et plus particulièrement à l'université. Mais aussi, nous voulons défendre concrètement nos libertés. Pour cela, nous avons introduit plusieurs recours devant les juridictions administratives dans le cadre des mesures de l'état d'urgence sanitaire. À ce propos, nous avons remarqué que depuis 2015, nous avons passé au moins 4 ans sous régime dérogatoire de droit commun. Alors, ces recours récurrents au régime dérogatoire alertent sur la disparition de l'état de droit. Sujet ô combien d'actualité, puisqu'il est aussi au cœur du conflit entre la Pologne et l'Union européenne. Alors, pour en discuter, je recevrai maître Guilain Benessa, avocat au barreau de Strasbourg, docteur en droit public, philosophe, mais aussi écrivain. Vous avez fait paraître, maître, 2 ouvrages. Le premier, L'état de droit à l'épreuve du terrorisme, publié en 2017, mais aussi cet ouvrage, Le totem de l'état de droit, que vous pourrez acquérir ce soir pour la somme de 18 €. Ce livre vous pourra être aussi dédicacé par l'auteur à la fin de cette conférence. Ce débat se déroulera en 2 temps. Le premier sur une discussion sur la notion d'état de droit et dans un deuxième temps, nous ouvrirons aux questions du public. Alors, bonsoir maître. Première question pour vous. On remarque que l'état de droit est brandi à tout bout de champ pour justifier diverses solutions juridiques. Mais on remarque que cette notion souffre d'une absence de définition, de contour. Est-ce que vous pourriez essayer de nous en donner un ce soir ? Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Vous entrez en fait, on entre dans le vif du sujet avec la définition de l'état de droit, parce que le problème, je suis un peu provocateur en disant ça, parce que j'ai quand même passé 240 pages à tenter de le décrire, et en fait je me rends compte qu'au bout de 240 pages, j'en sais pas beaucoup plus. Je m'explique, c'est que l'état de droit, c'est tout et c'est rien. C'est tout, comme vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui on en parle tout le temps. Je quittais ma chambre d'hôtel il y a 1 heure et j'entendais à la télé une litanie de policiers, juristes, etc. parler de l'état de droit parce qu'il y a une attaque au couteau aujourd'hui. Et donc du coup, la question se posait aujourd'hui, là, franchement, il y a 1 heure, de qu'est-ce qu'on fait pour quel est l'arsenal juridique nécessaire pour modifier l'état de droit et revoir les contours de l'état de droit pour faire face à la menace islamiste. C'est un exemple parmi d'autres, hein. On en a tous les jours, on l'entend tout le temps. Et en disant ça, c'est pas une pirouette du tout, c'est qu'au contraire, je vous cache pas que moi-même, il y a 1 an, quand j'ai entamé le travail de rédaction de ce bouquin, j'avais pas envie de travailler sur l'état de droit. Et quand je dis que j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, travailler sur quelque chose d'aussi flou, dont on va passer un temps fou à tenter de décrire les contours, à essayer de donner une définition, déjà, il y a quelque chose d'harassant. D'harassant parce qu'on essaye de remonter le flux continu d'une notion qui est devenue une religion. C'est la religion, en fait, aujourd'hui. Il y avait la religion des droits de l'homme il y a quelques années, il y a la religion de l'état de droit aujourd'hui. Si on l'entend, déjà, c'est parce qu'il est partout, à mon sens, c'est parce qu'un remplaçant génial. Ça sonne différemment. J'anticipe un peu, on y reviendra, mais c'est vraiment pour définir déjà la chose. En fait, l'état de droit, c'est devenu, à mon sens, un concept qui a l'air d'être objectif, qui ne souffre pas de la même porte d'entrée idéologique que le concept de droit de l'homme. C'est une première manière de démarquer un peu l'état de droit. Quand on dit on ne peut pas sortir de l'état de droit, par exemple, ça sonne aux oreilles pour des non-juristes. Comment dire, ça sonne plus juridique que sortir des droits de l'homme. Si vous sortez des droits de l'homme, vous êtes un affreux fasciste. Je veux dire, personne n'oserait une seule seconde remettre en cause des droits de l'homme ouvertement. C'est extrêmement compliqué, idéologiquement parlant. L'état de droit a cette espèce de tenue politiquement correcte, de quelque chose qui est plus solide, moins marqué. Donc pour en venir justement à la définition de l'état de droit, alors, il y a eu, je ne sais pas, 10, 12, 15, 20 définitions possibles. À mon sens, la seule manière de rester objectif, de donner une vraie définition de l'état de droit, de ce que c'est l'état de droit finalement, par-delà la logorée, les discussions, etc. Un état de droit, c'est juste un état qui agit au moyen du droit. C'est déceptif,
ça n'engage pas beaucoup à dire ça, mais en fait, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, à l'époque de Kelsen et des fondateurs, on va dire, il y aurait beaucoup à dire sur l'archéologie du concept, mais il y a 100 ans, l'état de droit, c'était juste ça. C'est-à-dire qu'on dégageait la ligne de force de l'État, de n'importe quel État, du fait qu'il utilisait des règles pour agir, dans tous les domaines. C'est valable en droit administratif, en droit civil, en tout ce que vous voulez. Quand vous payez une contravention, je veux dire, vous avez face à vous, vous avez un papier évidemment payé. Ce papier n'est que la résultante d'une construction juridique de l'État, qui fait que le pouvoir de l'État, c'est un pouvoir qui se matérialise par un ensemble de règles. Des règles qu'on a à tous les niveaux, dans la vie de tous les jours et auxquelles on est confronté. Ça, c'est à mon sens la définition déjà première de l'état de droit, qui est un peu à minima, et en même temps qui est une définition qui est relativement rationnelle et objective. On comprend de quoi on parle. On comprend de quoi on parle. Et vous voyez qu'on est à des années-lumière de l'état de droit tel qu'on l'envisage lorsqu'on dit par exemple que je ne sais pas, que la Pologne n'est pas un état de droit véritable parce qu'il a une certaine politique familiale, ou que la Hongrie n'est pas un état de droit véritable parce qu'il ne respecte pas certaines procédures. On en est à des années-lumière. On en est exclusivement à l'idée qu'un état de droit, c'est un état qui agit au moyen du droit. Et comme l'a dit le pape quand même du droit européen du XXe siècle, Kelsen, en réalité, État et droit se confondent, et en réalité, l'état de droit, c'est un pléonasme. Un pléonasme parce qu'il n'y a pas d'État sans droit, et parce qu'il n'y a pas de droit sans État. C'est la pierre angulaire de ce que signifiait l'état de droit il y a 100 ans, et c'est ce que ça signifie plus vraiment aujourd'hui, à force que le concept dérive de décennie en décennie. Mais ce que j'ai essayé de faire déjà dans mon bouquin, c'est de rappeler à un public de juristes, mais pas que, parce qu'à mon sens, la bataille est beaucoup plus de porter le glaive ailleurs qu'en droit uniquement, c'est de rappeler ces définitions, parce que c'est à force de laisser les définitions dériver qu'au fur et à mesure, le débat ne veut plus rien dire, et qu'au fond, la discussion même, le débat s'éteint sous le poids des définitions devenues vagues. Mais à mon sens, pour encore une fois revenir à la première question que vous m'avez posée, Guillaume, je pense qu'effectivement, c'est déceptif de dire qu'un état de droit, c'est juste un état qui agit au moyen du droit. C'est déceptif, c'est pas grand-chose. Mais à mon sens, c'est la seule définition rationnelle, objective et claire qu'on a forgée depuis 100 ans. Merci Maître pour cette définition. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les concepts philosophiques qui ont permis le développement de cette théorie de l'état de droit ? Alors, il y a... On a tendance, surtout en droit, à être focalisé sur la naissance du concept au XXe siècle. C'est un peu comme ça qu'on le voit, et on a un débat dans les années 20-30 entre Hans Kelsen, donc l'Autrichien, et Carl Schmitt, l'Allemand, sur la question de l'état de droit, autour de, on va dire pour Kelsen, la défense de la règle, de la norme, et pour Schmitt, la défense de la décision. Mais beaucoup plus généralement que ça, et beaucoup plus historiquement que ça, l'état de droit à l'origine de l'origine, j'ai envie de dire, l'état de droit vient des anglo-saxons, donc du droit anglais à l'origine, qui considéraient, dans leur version de ce qu'on appelle le rule of law, en droit anglo-saxon, qui considéraient que le rule of law était une manière de mettre en place des garde-fous pour que l'individu ne soit pas avalé par l'autorité de l'État. Donc on va dire que la tradition britannique, cette tradition-là, elle est intrinsèquement liée à la perspective d'envisager le rule of law, qui est au sens plus ou moins compatible au nôtre, le sens britannique donc de l'état de droit. D'ailleurs, souvent dans les manuels, on dit que le rule of law, c'est le synonyme de l'état de droit. C'est un peu comme ça qu'on le présente. Donc, dans la version britannique, très attachée aux libertés privées, aux libertés individuelles, on a cette tradition de lier l'état de droit à la défense des libertés. C'est une tradition ancienne qui remonte à des siècles. Je veux dire, je ne vais pas faire l'archéologie de la Révolution britannique, mais on en est là depuis longtemps, et ça s'est exporté aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette tradition-là, c'est pas la nôtre. Alors, c'est pas la nôtre sur une infinité de sujets, mais c'est pas non plus la nôtre sur l'état de droit. C'est-à-dire que lorsqu'on bascule au XXe siècle chez nous, en Europe, on va dire, en Europe non anglaise, donc en France, en Allemagne, etc., on va penser l'état de droit sur le modèle kelsenien, c'est-à-dire sur un modèle conçu comme cette fameuse pyramide des normes,
avec un rapport hiérarchique de règles qui finalement constitue cette carcasse, cette espèce de grand monstre fait de règles qui va donner naissance à notre vision tout au long du XXe siècle de l'état de droit. Ça fait qu'en fait, si on caricature un tout petit peu, on a deux courants qui n'ont rien à voir, mais qui vont petit à petit s'interpénétrer, se rejoindre. Les courants vont peu à peu se rejoindre. On a d'un côté le courant britannique, donc le fameux rule of law, qui est basé sur la défense des libertés individuelles et privées, et de l'autre côté, notre modèle à nous, j'ai envie de dire, qui conçoit l'état de droit purement dans cette notion de rapport de normes les unes par rapport aux autres. Et vous voyez que lorsqu'on parle de rapport de règles les unes par rapport aux autres, ça n'a strictement rien à voir avec les libertés individuelles. Je n'ai pas dit que quelque part, l'état de droit ne permet pas la défense des libertés. Je me rappelle de mes cours de droit constitutionnel de première année tout de même. Mais en réalité, c'est deux idéologies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour les Anglais, envers et contre tout, l'état de droit rimera toujours avec le fait que l'arbitraire potentiel du gouvernement peut toujours surgir. C'est la hantise fondamentale des anglo-saxons, que l'État dérive en une sorte de monstre. Chez nous, l'État de droit n'a longtemps été que ce rapport hiérarchique de règles, donc pas la question des libertés, et surtout, et ça c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est surtout que pendant longtemps, en réalité en France, tout le monde se fichait comme d'une guigne de l'État de droit. On n'en parlait jamais. Si vous reprenez les discours politiques, notamment dans les années 50, 60, 70, donc post-Seconde Guerre mondiale, en réalité, il faut attendre Giscard, fin des années 70, pour que l'état de droit arrive dans la bouche des politiques. Ce n'est pas une tradition française. Ce n'est pas une tradition française. C'est-à-dire que, avec le temps, c'est valable sur un terrain philosophique général. Je veux dire, on est mangé par l'Empire américain aujourd'hui, comme on sera peut-être mangé par la Chine demain, etc. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, en quelque sorte. Mais, quelque part, on s'est fait manger par une tradition libérale venue d'Angleterre, qui n'est donc pas la nôtre, et cette tradition a tellement investi les consciences qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des plateaux télé. Et alors là, je ne citerai même pas de chaîne, parce que c'est à peu près partout que vous passiez d'une chaîne de CNews à BFM et à tout le reste. Donc sans les citer, je viens de les citer. Enfin, vous faites votre choix sur le type de débat que vous souhaitez. Mais d'une chaîne à l'autre, en réalité, on arrive aujourd'hui à ça, c'est-à-dire à l'état de droit comme défense des libertés. J'entendais, et je finirai là-dessus, mais ça m'a non pas que ça m'ait étonné, mais tout de même, ce week-end, j'ai quand même écouté avec beaucoup d'intérêt le dernier numéro de réplique d'Alain Finkielkraut, avec, je ne sais plus qui était le deuxième invité, mais il y avait Jean-Louis Bourlange, député centriste devant l'Éternel, évidemment européen devant l'Éternel, qui a sorti de son chapeau l'état de droit pour évidemment pointer du doigt les populistes français, en l'occurrence Éric Zemmour, mais également les populistes d'Europe de l'Est. Mais ce qui était intéressant, c'est que pour Bourlange, dans cette émission, il n'a même pas une seule seconde fait référence à autre chose que la défense des libertés. C'est-à-dire qu'en fait, l'état de droit, c'est la défense des libertés. Tout le reste n'existe pas. C'est-à-dire quand il a parlé de la Hongrie ou de la Pologne, la question des règles, de la souveraineté, de la constitution, de la hiérarchie des normes, de la pyramide, tout ça a disparu, littéralement disparu, dans l'océan des libertés individuelles et de la défense des intérêts privés. Mais le rapport entre ces libertés individuelles, et on reviendra sur quelle liberté individuelle, surtout avec le Covid. Mais la défense des libertés individuelles et le rapport hiérarchique des règles a disparu, il a été enseveli. C'est pour ça que l'Europe, à mon avis, est aujourd'hui le cœur du débat, parce que l'Europe est un état de droit, mais pas du tout au sens où on l'entendait à l'origine. Alors justement, vous venez de dire que la vision anglo-saxonne de l'état de droit a pris le pas sur la vision continentale. Si on garde cette idée en tête que l'état de droit, c'est la défense des libertés individuelles, est-ce qu'il existe des systèmes juridiques qui n'ont pas consacré cette vision ? Je vais illustrer mon propos en disant que dans l'imaginaire collectif, démocratie illibérale est antinomique avec l'état de droit. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce constat ? Alors je pense que, évidemment, c'est la question brûlante d'actualité. Question brûlante parce que les démocraties illibérales sont en train de jouer un bras de fer que nous avons un tout petit peu joué et surtout volontairement perdu depuis des décennies. Et d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse.
Je pense que là, on est entre juristes pour la plupart, mais c'est intéressant de constater que les débats en fait, que la Pologne ou la Hongrie agitent sont les débats que nous avions déjà en France il y a 60 ans. Sauf qu'on a oublié. Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui la Hongrie réclame sa souveraineté ou dit qu'elle est un État de droit aussi souverain qu'un autre, je vais revenir là-dessus après, en réalité c'est ce qu'on disait également nous avant de nous faire ensevelir par la jurisprudence européenne et en général le pouvoir du juge. Mais je vais y revenir. Alors pour répondre à votre question, qui est est-ce qu'on peut imaginer un modèle démocratique hors État de droit? En fait, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je pense que la question est dépassée d'ores et déjà. Je pense que la question centrale est-ce qu'une démocratie peut être un État de droit? Tout court. Je m'explique. Je pense que la vraie question n'est plus de s'imaginer qu'une démocratie illibérale puisse exister ou non. On est en train de basculer dans le bras de fer qui, à mon sens, est le bras de fer qui va durer sur des décennies, qui est de savoir si la démocratie elle-même est soluble dans l'état de droit. Toute démocratie. Pourquoi? Parce que le duel entre, on va dire, un juridisme ou une juridictionnalisation du monde, d'un côté, et de l'autre côté, la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, arrive à un point d'incandescence qu'on n'a pas connu depuis des décennies, qu'on n'a pas connu. Moi, je veux dire, j'aurais jamais imaginé qu'on se retrouve en 2021 avec l'idée que le référendum, par exemple, devienne un outil d'extrême droite. C'est un truc absolument invraisemblable. Le référendum qui est l'expression même d'une démocratie qui devrait fonctionner. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, que les résultats soient catastrophiques, favorables, ou qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Je dis ça parce que, évidemment, le modèle de la démocratie libérale, donc le modèle des pays de l'Est, nous rappelle à notre bon souvenir d'anciens États souverains. En gros, qu'est-ce que disent les Hongrois et les Polonais? C'est simple comme bonjour, c'est la France d'il y a 60 ans, à peu de choses près. Orban, je vais aller vite en besogne, et il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage Orban, je ne suis pas là-dessus. Hein. Mais on va dire, juridiquement, ce que Orban défend, c'est la France du général de Gaulle, à peu de choses près. C'est-à-dire qu'il dit quoi? Il dit pas d'influence étrangère, pas d'ingérence de l'Europe dans ma politique je veux dire, nationale, et souveraineté de ma constitution, souveraineté du peuple. Grosso modo, on n'est pas très loin du général de Gaulle sur tout un aspect. En tout cas, je ne dis pas que c'est synonyme, j'ai absolument pas dit que le style d'Orban est comparable au style du général de Gaulle, naturellement, mais en termes de rhétorique, on n'est pas très loin. C'est-à-dire que si je remonte le fil chronologique, faisons une histoire un peu imaginaire, ça signifie qu'en France, à prendre ça au pied de la lettre, la France était une démocratie illibérale il y a quelques décennies. Ni plus ni moins. Pourquoi? On pratiquait le référendum. On était un pays qui ne voulait pas du Conseil constitutionnel. Je rappelle dans le livre, rapidement, mais c'est intéressant de faire l'archéologie, que De Gaulle ne voulait pas du Conseil constitutionnel, et il le dit expressément, il le dit nommément à ses collaborateurs, il ne veut pas d'un Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs assez drôle de voir les héritiers du gaullisme, je pense notamment à Jean-Louis Debré, qui est quand même, vu la famille à laquelle il appartient, pourrait peut-être des fois s'en rendre compte. Jean-Louis Debré rappelle, je le mets dans le bouquin, mais rappelait il n'y a pas si longtemps, plutôt énoncé il n'y a pas si longtemps, qu'en fait le général de Gaulle voulait du Conseil constitutionnel, mais qu'il ne le savait pas. Ouais. En grosso modo, c'est-à-dire, en gros, De Gaulle est allé un peu vite, c'était pas un vrai juriste, il avait été un vrai juriste, il aurait vraiment su qu'il fallait un Conseil constitutionnel, c'est-à-dire un juge qui devient le gardien de la Constitution. En gros. Et évidemment, ce que je rappelle dans le bouquin, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que De Gaulle, il dit quoi? De Gaulle, il dit, j'ai lu Carl Schmitt. Alors, il le dit pas, hein, mais on sait aujourd'hui, plus ou moins de sources sûres, que De Gaulle a lu Carl Schmitt, par l'entremise de René Capitan, qui était l'un de ses ministres, notamment, pas que, grand résistant, etc. Mais donc De Gaulle savait parfaitement, connaissait intimement les débats constitutionnels, il savait pertinemment ce qu'il voulait en 58, et surtout, il savait pertinemment qu'il ne voulait pas qu'un juge s'arroge le pouvoir de contrôler, de se faire gardien de la Constitution. Pourquoi? Parce que le président de la République doit être le gardien de la Constitution. Et pourquoi le président de la République? Parce qu'il est élu, donc il est légitime. S'il est légitime, ça tient de l'élection. Et si l'élection a lieu, c'est parce que le peuple est, qu'on le veuille ou non, théoriquement, le propriétaire de la Constitution. Je prends des raccourcis, on va m'expliquer que propriétaire, c'est plus compliqué que ça, je veux bien, effectivement. Mais in fine, nous sommes tous propriétaires de la Constitution. En ayant aujourd'hui l'émergence des démocraties illibérales,
C'est pour ça que je disais, ça nous rappelle un peu la France d'avant, parce qu'en fait, on s'aperçoit que qu'est-ce que dit la Pologne et qu'est-ce que dit la Hongrie, et la Roumanie et d'autres d'ailleurs, hein, sur des points qui ne sont pas exactement les mêmes. La seule chose qu'ils disent, c'est « Non mais attendez, j'ai vécu le joug du communisme à bout de temps, je connais, je vis ma liberté pleinement depuis quelques années seulement, je pensais être libre et avoir enfin ma constitution, c'est-à-dire mon état de droit, avec à son sommet la hiérarchie des normes, etc., etc. Je pensais l'avoir, et vous êtes en train de m'expliquer, vous tous Européens, qu'en réalité, votre jurisprudence diverse et variée est supérieure à ma hiérarchie des normes, à ma constitution, et donc à la souveraineté du peuple. C'est littéralement la réplique de la souveraineté populaire façon gaulienne, il y a une 60aine d'années. Sauf que vu qu'entre-temps, l'Europe s'est développée à la vitesse, je veux dire, on n'a même plus d'exemple, parce qu'en 60 ans, l'Europe a réussi à nous faire tellement prendre des vessies pour des lanternes qu'on en vient aujourd'hui à ne pas oser dire le contraire, enfin, à ne pas oser défendre une position qui ne soit pas exclusivement compatible avec une version, on va dire, dernier cri de la juridictionnalisation du monde. Mais concrètement, je veux dire, ce que disent aujourd'hui les démocraties libérales, c'est non pas je suis illibéral, comme on essaie de leur dire, c'est-à-dire je suis contre-libéral, je suis contre le libéralisme. Ça, c'est l'écume. Ce que disent ces démocraties, c'est je suis une démocratie. C'est-à-dire mon peuple est souverain par rapport à des décisions prises par des juges auxquelles, sur le fond, je n'ai jamais consenti. Et pour un peu pour boucler la boucle, je le raconte vite fait dans le bouquin, mais tout le monde connaît cette histoire, mais je trouve que c'est quand même très paradoxal. Si on revient à l'origine, aux premières années du développement de la jurisprudence européenne, donc dans les 60 ans de construction qu'on a vécu là depuis les années 50-60. Si on part du principe que la Hongrie ou la Pologne se rebellent contre l'Europe, il faut rappeler quand même que tous les principes que l'Europe a développés pour asseoir la prétendue souveraineté européenne, depuis l'arrêt Costa contre Enel en 63 et j'en passe et des meilleurs, avec effet direct primauté du droit européen, effet direct des directives, etc., j'en passe et des meilleurs. Il faut quand même rappeler que les pays qui aujourd'hui sont rentrés tardivement dans l'Union européenne se prennent en pleine poire des effets, des principes juridiques venus de décisions prises en leur absence. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, ça nous paraît presque logique parce que on apprend, vous allez dans n'importe quelle fac de France, vous faites du droit communautaire, du droit de l'Union européenne, on vous apprend une histoire dans laquelle vous apprenez la vassalisation de la France à coup de juridictionnalisation du monde. Vous apprenez la vassalisation. C'est-à-dire que la souveraineté disparaît et les juges européens ont gagné, en gros. Mais ces pays, donc les démocraties libérales, vous leur racontez cette histoire à laquelle ils n'ont jamais consenti. Ils sortent du bloc de l'URSS, en partie en tout cas. Ils sont rattachés plus tardivement à l'Europe. Pour la plupart, ils intègrent le marché, puis les obligations relatives au marché européen beaucoup plus tardivement. Et vous leur expliquez « Ah non, mais en réalité, vous n'êtes pas souverain, ces décisions s'appliquent, vous n'avez pas le choix, il faut les appliquer. » Et il n'est pas étonnant dans cette configuration, vu la tardiveté de leur découverte, qu'ils se disent que finalement, cette Europe qui rimait avec liberté, rime finalement avec décision imposée, juridictionnalisation à marche forcée, décision des juges que je ne connaissais même pas, ou en tout cas qui me semble très lointaine, et donc on arrive à ce choc final. Mais je pense intimement que la notion de démocratie illibérale, de parler d'illibéralisme, de démocratie illibérale, je pense que c'est un piège. C'est un piège, parce que comme sur beaucoup de terrains, parler de démocratie illibérale permet de désigner l'ennemi. C'est une désignation, ni plus ni moins. Vous n'oserez presque jamais vous dire illibéral. Je veux dire, moi, je ne suis pas illibéral et pourtant, il m'arrive de prendre des positions qui soient plutôt favorables aux démocraties illibérales. Il n'empêche que ça sonne comme un mauvais mot. Illibéral par nature, on a tous envie d'être libéraux. Je veux dire, ça fait bien, c'est sympa, c'est cool. Je veux dire, tout le monde est attaché à sa liberté depuis, espérons-le en tout cas, même si le Covid est en train de nous expliquer que c'est plus compliqué que ça. Mais il n'empêche que parler de démocratie libérale, c'est un pis-aller pour le vrai sujet, à mon sens, qui est en réalité l'opposition entre la démocratie et l'état de droit. La démocratie et l'état de droit, c'est-à-dire d'un côté le pouvoir du peuple et de l'autre côté le pouvoir des juges. C'est caricatural, mais ce duel-là, plus le temps passe, plus il s'installe et plus, à mon avis, il devient inévitable.
Vous venez de dire qu'on était plutôt attaché à la défense de nos libertés. Donc là, pour le coup, on vient plutôt dans le sens de l'état de droit dans sa définition anglo-saxonne. Pourquoi est-ce que vous semblez assez critique de cette vision anglo-saxonne de l'état de droit? Alors, très vaste sujet. Surtout en cette période de wokisme et de comment dire, je ne sais plus quoi dire, de sujets de société et de débats de société qui nous agitent. En fait, le problème de partir de l'idée que l'état de droit est une arme de défense des libertés individuelles, c'est à l'origine pas un problème. C'est-à-dire que, je le disais à l'instant, on est tous théoriquement attachés à nos libertés. Je veux dire, on vit dans un monde qui est infusé de libéralisme, dont la philosophie profonde est libérale, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, le seul fait d'avoir une faculté de choix telle que nous en avons constamment, dans des domaines aussi variés que le sexe ou la consommation, les deux allant de pair souvent, mais c'est un autre débat, le seul fait d'avoir le choix nous ramène à ce libéralisme fondamental. Ok. Mais le problème, c'est que de partir du principe que l'alpha et l'oméga de l'état de droit, c'est la défense des libertés individuelles, nous amène nécessairement, au bout d'un moment, à une fuite en avant. Fuite en avant qui ne date pas d'hier, mais une fuite en avant dans le sens où, à un moment, et c'est sournois, c'est piégeux, c'est ainsi, à un moment, il n'est plus question de réclamer sa liberté profonde, radicale, fondamentale. Il est question de réclamer une liberté au nom de la non-discrimination, au nom de ce qui va germer autour de la liberté individuelle. Je m'explique. La crise du Covid, par-delà la question française actuelle, et qu'on abordera peut-être, mais par-delà cette question-là, la crise du Covid a fait, à mon sens, rejaillir en prime time, une idée très américaine de la liberté. C'est-à-dire qu'on a vu, à heure comme ça, à 20h, on voyait tout ça, on a vu des États fédérés américains, je veux dire de la côte Est à la côte Ouest, au sens large, qui avaient, en plus à l'époque du Trumpisme, qui avaient une conception à voile et à vapeur du Covid, c'est-à-dire masque, pas masque, test, pas test, etc. Enfin, on va pas refaire la litanie de tout ça. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir des Américains dire je refuse tout, un peu comme des pionniers d'époque, des vieux pionniers, des gens qu'on imagine sortis tout droit d'un western, je veux dire attachés à la protection de leur liberté, mais au sens radical, au sens fondamental. C'est-à-dire, j'ai le droit de porter une arme, j'ai le droit de me conduire comme je veux, et aujourd'hui, j'ai le droit de vivre comme je veux, de ne pas porter le masque et de me rebeller contre l'État qui viendrait. M'imposer le masque, entrer dans ma vie, contrôler mes faits et gestes, sur le plan sanitaire en l'occurrence. Mais il y avait cette idée-là. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, à l'origine, l'état de droit, c'est un peu ça. L'état de droit, l'idée britannique anglo-saxonne initiale, elle était liée à une liberté à minima. C'est-à-dire avoir la liberté d'être son propre maître chez soi, qui est ni plus ni moins que, ce qui constitue les libertés fondamentales au sens des libéraux classiques. Si vous reprenez John Locke et les autres, évidemment, même Rousseau d'une certaine manière, Rousseau est très paradoxal, mais tout de même, il y avait quand même l'idée fondamentale que la liberté, c'est pas les libertés, c'est la liberté au sens premier, prime abord, totémique du terme. C'est-à-dire la liberté d'être qui je veux, quand je veux, chez moi. Cette espèce d'envie finalement, d'être souverain dans sa propre maison. Mais l'idée aujourd'hui, qui a peu à peu qui s'est forgé, n'a plus rien à voir avec la liberté originelle, mais plus rien à voir du tout. Ça m'a frappé, c'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment, au même moment où globalement l'Europe nous a parqués à la maison, grosso modo, je veux dire, parqués avec des variations. Je pense que j'ai un confrère ici qui parlerait beaucoup mieux que moi des variations autour des pays atteints de Covid que moi sur les détails exacts. Mais on a quand même vu en quelques mois, en gros, je veux dire, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, en Allemagne non plus désormais, enfin bref, l'Autriche se lance dans cette politique actuellement, etc., etc. Et en pleine vague de bouclage chez soi, de restriction ultime des libertés individuelles, franchement ultime. Je veux dire, on m'aurait dit, moi, dans ma vie, que je ne pourrais pas sortir de chez moi sans avoir une attestation, je veux dire, non mais sérieux, quoi. Enfin, il y avait quelque chose qui je veux dire, mon cerveau n'a mal fonctionné, où je pensais être dans un univers parallèle l'espace de quelques temps. Bref.
Si je dis ça, c'est parce qu'au même moment, on a eu ce covidisme qui a débarqué, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la Roumanie parce qu'elle souhaitait mettre en place une politique voulant imposer une opération chirurgicale préalablement à un changement d'identité de genre ou un changement de sexe. Peu importe, je ne veux pas rentrer dans le lexique, je sais très bien qu'aujourd'hui on ne dit plus sexe, on dit genre, etc. Mais je suis moi-même dépassé chaque jour parce que je lis, donc je vais rester simple. Je dis ça non pas une seule fois pour défendre la Roumanie, la question n'est pas là. Mais si vous lisez l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il est beaucoup question de liberté, en l'occurrence de changement de sexe, au moment même où la liberté fondamentale de sortir de chez soi a disparu comme peau de chagrin. Et c'est cette distorsion que j'essaie de mettre en valeur, c'est-à-dire le fait que les libertés fondamentales, quelque part, ont été mises à mal en 2 secondes, sans aucun problème, à juste raison certainement, aussi à mauvaise raison par la suite. C'est même pas le débat fondamental. Mais en même moment où on n'a aucun problème pour globalement boucler les gens et poursuivre jusqu'à aujourd'hui une politique sanitaire, pas piquer des verres quand même, au moment même où on fait ça, on a une politique de liberté au sens des libertés qui est beaucoup plus souple, floue, invasive et en même temps idéologique que la liberté fondamentale qui disparaît tous les jours. La question, encore une fois, n'est pas d'être pro-Roumanie ou anti-Roumanie. C'est de s'apercevoir qu'il y a une échelle des libertés qui est en train de venir, une véritable échelle des libertés, où finalement il y a des bonnes et des mauvaises libertés, et se greffe là-dessus, à mon sens, l'idéologie woke qui est fondamentalement axée sur la question de la non-discrimination. C'est-à-dire que dès qu'il y a une discrimination, il doit y avoir une liberté rognée, restreinte, réduite, donc un droit créance qui doit être déployé. Et finalement, l'état de droit aujourd'hui, c'est, si je reprends le dérivé ultime, l'état de droit, c'est une machine à fabriquer du droit créance. Vous avez un droit, vous l'exercez, vous allez devant un juge. Si vous n'avez pas le droit devant ce juge, il va vous amener devant un juge en appel. Si vous avez toujours, si vous si vous allez au bout de vos recours, vous aurez bien une juridiction du type la Cour européenne des droits de l'homme à saisir, en espérant qu'au bout du compte, un juge y fasse droit. Mais en même temps que ces droits créances, chaque jour qui passe, se développent, les libertés fondamentales comme sortir de chez soi sont coupées sans aucun problème à l'aune de tests, passes sanitaires, résultats invraisemblables et donc le conseil scientifique. Et pour finir, je veux dire... Je ne vous cache pas que je vais me parler d'état de droit et de liberté. Et là, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais je sortais encore une fois de ma chambre d'hôtel et évidemment, j'allume CNews ou BFM, peu importe, et je tombe sur l'intervention de Jean-François Delfrécy aujourd'hui même, donc du Conseil scientifique, nous expliquant, on a compris maintenant qu'en général, quand on nous dit que rien ne va arriver, ça va arriver. Donc il nous dit, il n'est pas question de fermer, mais on va tenter de réfléchir, attention, les fêtes de Noël, tout ça. Donc, en fait, on en déduit qu'on n'aura pas de fête de Noël, qu'on sera parqué chez nous et qu'il y aura tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est ça le paradoxe fondamental. C'est d'un côté, les libertés, la machine à liberté fonctionne à plein régime, mais la machine à liberté, les libertés fondamentales, à mon sens, sont durement mises à mal et ce hiatus est en train d'exploser chaque jour. Alors j'imagine que vous me voyez venir pour la prochaine question. Comment est-ce qu'on pourrait distinguer la liberté des libertés, des tas de droits, comme dirait le professeur Anne-Marie Le Pourrier, et quelle véritable liberté sera consacrée dans un état de droit qui ne dérive pas? Alors, y a-t-il des bonnes et des mauvaises libertés? Ouais, c'est bien ça. Je disais, il y a une échelle, j'appelle ça dans le livre l'échelle des libertés, effectivement, la question de la hiérarchie des normes devient aujourd'hui une question de hiérarchie des libertés. À mon avis, il y a un conflit de valeurs qui n'est pas... Aujourd'hui, on est en plein cœur d'un conflit de valeurs. Un conflit de valeurs qui prend naissance dans une je fais une philosophie de comptoir un peu rapidement, mais dans une montée en puissance des valeurs en tant que telles. Je m'explique. Depuis 1945, on a vu monter en puissance la notion de valeur. Avant, la notion de valeur en droit, je ne dis pas qu'elle n'existait pas, mais elle n'avait pas cette substance-là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années 50, 60, 70, on a eu d'abord la dignité humaine, qui a été sanctifiée après la Seconde Guerre mondiale pour des questions naturellement légitimes d'Holocauste et de Shoah, etc. Donc on a mis en place la dignité humaine pour lutter contre la barbarie ou pour éviter la résurgence d'un phénomène tel qu'on l'a connu.
au fur et à mesure, on a instillé, on a substantialisé les droits de l'homme et on les a intégrés dans l'état de droit au sens large, etc. Et en fait, on a intégré, on a perfusé l'état de droit à l'aide du concept de valeur, c'est-à-dire du bien et du mal. Parce que sur le fond, moi j'ai tendance à penser en philosophie que lorsqu'il y a de la valeur, lorsqu'il y a des questions de valeur, vous n'avez plus de philosophie. Vous êtes dans la moraline, c'est terminé. Je veux dire, il n'y a plus de philosophie. Quelqu'un qui vous explique que, je ne sais pas, que tel philosophe a tort ou raison, en général, le diable commence à sortir de sa boîte et les questions deviennent extrêmement compliquées. Je dis ça parce que justement, les bonnes et les mauvaises libertés sont soumises à cette question de valeur qu'on a constamment, c'est-à-dire déterminer ce qui est bon et ce qui est mal. Faut-il par exemple trouver tout à fait légitime, je reviens à l'exemple tout à l'heure, faut-il trouver légitime, légal et parfaitement normal qu'on puisse changer de genre sans opération chirurgicale préalable, ou alors faut-il trouver normal de ne pas pouvoir sortir de chez soi sans attestation dans la poche et masque sur la figure? Ça pose une question d'échelle des valeurs. Ça pose une question de mettre le doigt sur ce qui fait mal, c'est-à-dire est-ce qu'on peut légitimement porter un jugement moral, ou un jugement, on va dire au sens là, un jugement, sur une bonne et une mauvaise liberté, sur un mauvais et un bon droit. Et à mon sens, on atteint les limites de ce que le droit peut faire. Pourquoi ? Parce qu'on en est à... C'est pas une pirouette, je pense que c'est le fond de l'affaire. On en est aujourd'hui à un droit qui était tellement contaminé, totalement contaminé par la question de la valeur, ou la question des valeurs, qu'aujourd'hui le droit en tant que tel est devenu l'enregistrement de droits au pluriel, je veux dire, et qu'en fait, à force de devenir une machine à enregistrement, finalement, le droit a été contaminé de toutes parts par le fait de faire le bien ou de faire le mieux, mais de ne jamais être un garde-fou par rapport à une société, un garde-fou par rapport à des valeurs qui, elles, sont qui existent historiquement, si vous voulez. C'est un conflit philosophique. C'est-à-dire que, pour répondre concrètement à votre question, à mon avis, si on veut toucher à cette échelle de liberté, la seule modalité pour le faire, c'est une révolution de fond en comble du logiciel juridique. C'est-à-dire, alors je rêve 2 secondes, je dirais, je suis pas là pour, j'ai pas de velléité publique, politique ou quoi que ce soit. Hein, donc là, je rêve 2 minutes dans cette pièce avec vous, c'est tout. Je pense que tant que la chape de plomb idéologique du politiquement correct, mais surtout du libéralisme parvenu à son autodestruction, ne sera pas remise en cause, en réalité, nous ne pourrons qu'aller vers une fuite en avant. Parce qu'il faut bien prendre conscience que l'idéologie woke, qui est moi, je la prends très au sérieux, contrairement à beaucoup de gens qui pensent que c'est un épiphénomène qui va durer quelques années, de 0,4%, etc., de quelques fanatiques dans une pièce. Pas du tout. Parce que l'idéologie woke, c'est le piège de l'état de droit qui se referme sur lui-même. L'idéologie woke, c'est le fondement même de l'état de droit porté à son incandescence. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien en matière de discrimination, tout ce qui finalement fait distorsion, tout ce qui crée de la dérogation, tout ce qui crée de quelque chose qui relève d'une discrimination doit être aboli sur l'échelle des libertés, c'est-à-dire sur l'échelle des créances, des droits-créances dont nous sommes titulaires contre l'État qui doit pouvoir sanctionner et faire droit à ces droits-créances. Et l'idéologie woke, c'est ça, quelque part. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours une discrimination de plus, une différence de plus, une distorsion de plus, dont quelqu'un aura l'idée de saisir un juge pour lui demander d'être reconnu. Ce qui veut dire que tant que l'état de droit sera vécu comme une idéologie libérale poussée à son incandescence, nous ne pourrons faire que poursuivre le piège à loup, mettre le nez dans ce piège et le poursuivre jusqu'au bout. Mais à mon sens, tant que ça n'est pas en ligne de mire, c'est-à-dire une grande révolution juridique de ce que constitue l'état de droit et donc en fait revenir à un état de droit originel tel qu'il était sous le général de Gaulle, c'est-à-dire revenir 60 ans en arrière. On va me dire que je suis réactionnaire, mélancolique et je sais pas quoi, enfin bref, toute la litanie d'aujourd'hui. C'est-à-dire juste faire un petit reset, et non pas un grand reset comme en rêvent certains, faire un petit reset, à mon sens, il y aura moyen de faire quelque chose. Et ce qui est le plus troublant, quand même, je trouve, c'est qu'en fait, souvent, quand on a une discussion comme ça en disant la mélancolie française ou la nostalgie française, c'est de revenir très longtemps en arrière, pas du tout, parce que c'est juste un tout petit bond qui nous renvoie à quelques décennies. Sur l'échelle d'une histoire qui puise dans 1000 ans et surtout sur l'échelle de ce que la Constitution est depuis 1789,
Imaginer que la France puisse faire un bond en arrière de 60 ans ne me paraît pas totalement invraisemblable, d'autant plus si on prend une conception scientifique du droit, c'est-à-dire que le droit, normalement, n'est que, pour moi, en tout cas, en tant que juriste et qu'avocat, etc., le droit, pour moi, ne devrait être théoriquement que l'instrument du politique, et jamais plus que ça. Mais ça, c'est encore un autre débat qui, à mon avis, nous amènerait très loin. Parlons des sujets qui fâchent, parlons du Covid. On le voit, l'État est allé très loin dans la restriction de nos libertés. Et question volontairement provocatrice, est-ce que finalement l'État de droit, dans sa protection des libertés individuelles, ne serait pas un remède contre des atteintes très importantes à nos libertés ? J'ai envie de vous répondre, quel État de droit, justement ? Alors, est-ce que donc l'État de droit comme remède contre les restrictions ? J'aurais envie de vous dire oui. Le problème, c'est que si on prend un peu de champ, là, on revit tous ensemble l'année et demie qui s'est écoulée, les plus attachés à la liberté individuelle qui ont surgi, il y avait les Américains, j'en ai parlé tout à l'heure, ont fait montre quand même d'une forme de scepticisme pour certains, je veux dire, contre les mesures prises. Évidemment, il y avait le Trumpisme derrière et le phénomène, etc. Et ça, c'est un autre débat. Mais c'est-à-dire que finalement, c'est une version très anglo-saxonne de l'état de droit qui a prévalu dans une défense des libertés face à l'autoritarisme sanitaire ou la dictature sanitaire, comme disent certains. Donc, l'état de droit comme résistance, je suis très dubitatif parce que pour moi, l'état de droit est je disais tout à l'heure, un piège. C'est-à-dire que l'état de droit, pour moi, est devenu la version acceptable, scientifique d'apparence, d'une forme de droit de l'homisation du monde. Droit de l'homisation du monde. Or, je pense de plus en plus, et là je suis peut-être, je veux dire, on me dit souvent que je suis, paraît-il, très pessimiste ou très négatif. Alors je sais pas, j'essaie de pas trop l'être, je suis quand même assez jeune. Enfin, j'essaie de lutter contre ça. Et je pense que bientôt, plus personne ne s'intéressera à la liberté individuelle fondamentale. Je pense qu'elle est en train de disparaître littéralement parce que consommer est beaucoup plus important qu'être libre. Je veux dire, c'est terrible de dire ça comme ça, mais je pense que quelque part, le droit à la consommation est plus important que le droit de sortir de chez soi. C'est devenu presque invraisemblable, dit comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour revenir à l'état de droit, moi ça ne m'étonne pas d'une certaine manière, si on pousse la logique jusqu'au bout, ça ne m'étonne pas qu'on réclame, je veux dire, un droit, un droit à son identité de genre au sens large du terme, un droit à ce que vous voulez demain qui va advenir, parce que quand j'entends que l'homme doit chaque jour se déconstruire un peu plus, on peut imaginer qu'il y aura un droit à la déconstruction, un jour, quelque chose comme ça, une espèce de mariage un peu folle entre Derrida et la poussée wokiste, je sais pas, un truc un peu dingue. Donc on a cette idéologie qui pousse, et je pense que cette idéologie qui pousse va justement recouvrir, comme elle le fait déjà, les libertés essentielles. Parce que les libertés essentielles, finalement, disparaissent petit à petit sans que beaucoup s'en émeuvent. J'ai eu l'occasion d'écrire à l'époque du Covid, mais là, ça remonte à il y a 1 an et demi, que ce qui me fascinait dans le Covid, je sors un peu de la question de l'état de droit, mais ça m'a fasciné, c'est qu'on se rappelle tous que lorsque le vrai confinement, entre guillemets, a frappé, on avait une vision du monde qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que tout le monde s'en rappelle un peu, la vision du monde qu'on avait à la maison, finalement, c'était une multiplication de scénettes. C'était un écran de split screen. Vous vous rappelez, on voyait quelqu'un faire du trampoline chez soi, un type en train de manger dans la cuisine, quelqu'un qui fait du violon, etc. Et en fait, c'était devenu une sorte de reality show du confinement. Chacun devenait son propre spectacle et se donnait en spectacle aux yeux des autres. C'était rousseauiste, Enfin, faut lire d'Alembert sur les spectacles, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, être soi-même son propre spectacle. Finalement, pourquoi je dis ça ? Pour en revenir aux libertés, parce que cette théâtralisation des maigres libertés qu'il nous restait ont suffi pour accepter presque ensemble, tous, la disparition de la liberté essentielle. Finalement, c'était une sorte de télé-réalité de la subsistance des dernières libertés qui nous restaient. Ça a été vécu crème, c'est passé crème. Si on s'en souvient un minimum, il n'y a pas eu de grandes manifestations. Nous allions tranquillement à nos balcons pour applaudir les soignants. Mais la liberté fondamentale, qui devrait être un vrai droit fondamental, à l'heure où justement la fondamentalité des droits est dans toutes les bouches, je vous rappelle que l'état de droit, c'est une machine à droits fondamentaux.
théoriquement, au nom de la non-discrimination. Or, la liberté fondamentale a disparu comme peau de chagrin, d'un coup, d'un seul, et je veux dire, et c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Donc, pour vous répondre là-dessus, sur l'effet du Covid et l'avenir, moi, je pense de plus en plus que c'est pas étonnant que quelque part, que nous devions aujourd'hui écouter les pays de l'Est. Parce que dans les pays de l'Est, qu'on le veuille ou non, leur attachement à la liberté résulte de leur libération d'un joug très récent. Donc ils savent ce que c'est la liberté, ils savent ce que c'est. Ils ont un sens de ce que c'est la liberté. Nous, on l'a perdu depuis longtemps. Je veux dire, concrètement, globalement, à part consommer du Netflix, je veux dire, l'idéologie occidentale est en train de disparaître d'une mort sympathique, agréable et douce. Donc, il y a quelque chose pour moi, je dis ça non pas pour, encore une fois, défendre fondamentalement le modèle hongrois ou le modèle polonais. Je dis ça parce que je pense que des États qui ont seulement 20 ans ou 15 ans de liberté, comme nous l'avons envisagé depuis 60 ans, ont des leçons à nous donner sur ce que signifie réellement, en termes de valeurs, des libertés fondamentales par rapport à des libertés, j'ai envie de le dire, accessoires. Et à mon avis, c'est là où va se jouer le fond de l'affaire. C'est faire la distinction entre ce qui est réellement du fondamental ou du radical, pour prendre le sens philosophique du terme, et à côté ce qui est accessoire et devrait n'être finalement que des droits seconds. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, et on aura beau le tourner dans tous les sens, la liberté de changer et de rechanger de sexe, parce qu'on ne le dit pas assez souvent qu'aujourd'hui c'est une liberté de changer et de rechanger de sexe de façon illimitée. Je veux dire, donc si ça se trouve, je serai, je ne sais pas, Jade demain, Guylaine après-demain, et je redeviendrai un jour je ne sais pas qui. Enfin, on verra bien. Ça risque pas de me passer par la tête, mais bon, admettons. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc cette liberté infinie, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est la temporalité. Cette liberté infinie à l'échelle individuelle sur une vie prospère au moment même où on est en train de s'imaginer que potentiellement dans 2 semaines, on passera Noël, quoi. Enfin, si, il restera de Noël le nom, mais le caractère festif va peut-être disparaître. On sera 6. On sera 6, puisque je crois que c'était ça à l'époque, il y avait 6 plus... c'était 6, non ? 6 plus les enfants. Ah, plus les enfants. Moi, j'ai un chien, à mon avis, ça ira. Bon, le tableau que vous êtes en train de dépeindre n'est pas très positif, disons, mais essayons de tirer justement un peu de joie en essayant d'imaginer quelques solutions. Est-ce que vous auriez des solutions concrètes pour justement garder nos libertés fondamentales et pour les consacrer au détriment de ces libertés superficielles que vous critiquez ? Alors, il y a une porte de sortie qui se dessine, qui en fait n'est pas très compliquée, mais qui est... Parce que c'est ça qui est quand même le paradoxe, hein, c'est pas très compliqué. C'est même pas compliqué du tout. Sauf que c'est 12 travaux d'Hercule, parce que ça allait, parce que la montagne est extrêmement difficile à gravir, mais la route est assez claire. J'ai l'impression de faire du Raffarin là, avec ce genre de métaphore, mais bon, passons. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, pourquoi est-ce que les droits accessoires ou la question des droits fondamentaux dérivés, tels qu'ils ont dérivé, se pose, c'est parce que le politique a perdu la bataille. Le politique a littéralement perdu la bataille. Le politique a laissé les clés du camion d'un côté aux juges et de l'autre côté aux experts, à peu de choses près. La crise du Covid, d'ailleurs, en a été le révélateur. Vous vous rappelez tous qu'on a découvert M. Delfrécy, le conseil scientifique et tous les autres, d'un coup, d'un seul, qui étaient quand même des obscurs inconnus. Non pas que je dise qu'ils soient inconnus dans leur domaine, mais je veux dire, pour tout un chacun, moi, j'ai découvert Jean-François Delfrécy et les autres, comme tout le monde. Alors je dis ça parce que le politique, depuis 60 ans, a accepté de justifier. Accepter de justifier dans la moindre de ses décisions. Enfin, d'abord à accepter de se justifier et ensuite à accepter de ne jamais prendre une décision sans passer par l'aval, soit de l'expertise, soit par la sanction juridictionnelle. C'est-à-dire que soit on a des avis en amont, je veux dire, que ce soit le Conseil d'État ou d'autres juridictions, hein, soit on a le poids, la chape de plomb du Conseil constitutionnel, par exemple, dans la question constante des sanctions potentielles vis-à-vis des pouvoirs, enfin des mesures prises par le gouvernement, par l'exécutif au sens large. Mais beaucoup plus qu'une question pragmatique, temporaire, de rapport entre l'exécutif, le gouvernement et les juges. Et j'essaye largement de le montrer, si on fait un peu 60 ans d'histoire du droit et d'histoire de la philosophie. En fait, depuis 1945, nous avons vécu une disparition totale du politique, décennie par décennie. C'est d'ailleurs assez frappant combien, je l'ai fait un peu l'archéologie, si vous prenez les discours politiques, en fait, chaque décennie, on avance un peu plus
dans la juridictionnalisation du monde. En gros, à l'époque du général de Gaulle, il le dit clairement, il dit le Conseil constitue, j'en veux pas, le politique est tout et le juge c'est le bras armé du politique. Vous l'avez certainement tous vu en cours, mais je fais juste un rappel qui est bête comme chou, mais je rappelle quand même que de Gaulle ne voulait pas du Conseil constitue, et je rappelle aussi que lorsqu'il en voulait, c'était strictement pour vérifier à ce que le Parlement ne fasse pas trop. Donc surtout de s'assurer que le Parlement, c'est-à-dire la loi, ne vienne pas empiéter sur les plates-bandes du gouvernement. C'est quand même ça l'objectif du Conseil constitue dans la perspective des gaullistes historiques. Si on prend les années Giscard, alors là, on a l'état de droit qui arrive, qui commence à venir, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel tel qu'on commence à le connaître aujourd'hui. Le politique accepte la prise de pouvoir des juges. Les années 80-90, alors là c'est l'autoroute vers la juridictionnalisation est en marche jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour dire que, pour vous répondre sur les solutions, en fait, je pense que la solution, c'est que le politique se souvienne que, qu'il le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, il doit primer sur le droit, envers et contre tout. Le droit n'a jamais été qu'un instrument dans les mains du politique. Que le politique soit bon, mal, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le veuille ou non, une décision politique, parce qu'elle est prise par des individus qui sont légitimes, parce qu'élus, qu'on le veuille ou non. Et on revient à la question de la démocratie qu'on a évoquée tout à l'heure, on en revient donc à la perspective de voir le politique décider par-delà la question juridique. Et à mon avis, on rejoue, et c'est le paradoxe de notre temps, on rejoue en réalité 100 ans plus tard les débats d'origine de l'état de droit. C'est-à-dire que d'un côté, on a les turiféraires de la norme, je veux dire, qui pensent que dès qu'il y a la règle, il y a du juge, dès qu'il y a du juge, il y a de la décision, et de toute façon, la décision primera toujours sur le politique. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, parce que, je veux dire, le Covid, c'est 1, de l'expertise, 2, beaucoup de droit, et 3, très peu de politique. Je veux dire, j'ai essayé, moi, de distinguer de la politique, et j'ai observé Emmanuel Macron sortir du camion au mois de, je ne sais plus, mars dernier, nous expliquer qu'il décide, et qu'il avait un peu changé de position par rapport au covidisme et au conseil scientifique. Finalement, en juillet, passe sanitaire, vaccination obligatoire, et à mon avis, ça va se poursuivre. Peu importe. Mais tout ça pour dire que, donc, expertise, juridictionnalisation du monde d'un côté, et de l'autre, il faut se souvenir que, théoriquement, rien n'empêche, mais absolument rien n'empêche, un président de la République de dire, aujourd'hui, qu'il ne respecte pas les décisions de Bruxelles, qu'il ne respecte pas l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il sort de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il décide de remettre en place le modèle. Le problème, c'est qu'on a l'impression que la chape de plomb est impossible. Mais juridiquement parlant, moi, la seule question que je me pose, qui est toute bête, et je veux dire, j'ai pas l'occasion de voir ce contentieux de près dans mon activité de tous les jours, malheureusement, mais j'aimerais juste imaginer comment est-ce que Bruxelles oserait-elle envisager d'envoyer un huissier à l'Élysée pour demander à l'État de payer une amende parce qu'elle ne respecterait pas les valeurs de l'État de droit prôné par Bruxelles. Je veux dire, quel huissier, qui est-ce qu'on va envoyer à Bruxelles pour ce faire? Je ne sais même pas comment, techniquement, on pourrait avoir une mesure d'exécution pour faire un peu de droit. Je veux dire, il n'y a pas de modalité d'exécution de la décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi bête que ça. Or, depuis... c'est vieux comme le monde, théoriquement, celui qui paye joue du sifflet, peut-être. Mais surtout, la manière de payer dépend de la manière de faire exécuter une décision. Tant qu'il n'y a pas de mesure exécutoire, je ne vois pas pourquoi devoir ne pas l'accepter. Donc, pour vous répondre une dernière fois là-dessus, je pense qu'on le veuille ou non, que celui qui aura la capacité de dire, non pas de dire je remets tout en cause, je sors de modèle, parce qu'il ne faut pas sortir de l'état de droit. Moi, je ne prétends pas une seule seconde qu'il faille sortir de l'état de droit. Je dis simplement que lorsque le politique, ça ne l'arrange pas, il doit se souvenir envers et contre tout qu'il a la perspective de dire non et que l'Europe n'a aucune modalité pour le forcer en réalité, en définitive, pour le forcer à appliquer des décisions sur le fondement de l'état de droit à l'européenne. Merci Maître pour ces réponses. On va passer aux questions du public. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Maître Benessa? Oui, alors permettez-moi, si j'ai bien compris, pour vous, l'état de droit, finalement, c'est une forme de, par rapport à nos libertés, j'entends, c'est une forme de judiciarisation, finalement, de nos libertés.
Et c'est un mouvement en fait qui vient de passer justement de libertés qui étaient anciennement garanties par exemple par le dirigeant du pays ou président de la République en France, qui était garant des libertés fondamentales et de la Constitution. Et finalement, ces libertés, petit à petit, on les délègue à la justice, le juge venant interpréter justement ces libertés, et le citoyen français finalement ne vient que consommer certaines de ces libertés en venant en réclamer l'application si l'administration la refuse, directement au juge. Et finalement, une des solutions que vous avez proposées, c'est justement que le politique revienne sur le devant de la scène. Et pensez-vous que si nous devions garder l'état de droit, le politique ne devrait finalement pas intervenir pour éviter que les libertés, celles que vous avez nommées radicales, justement, dès que le juge essaye de s'en saisir, je pourrais prendre l'exemple du Conseil constitutionnel avec l'objectif en santé publique, qui venait justifier justement cette restriction de liberté d'entreprendre, cette liberté d'aller et venir. Justement, là, le rôle de politique ne serait-il pas finalement de dire, là, non, ça va trop loin, vous n'avez pas le droit de décider de ça, et nous n'avons pas à nous exprimer dessus, et nous n'avons pas à renier justement cette liberté. Vous avez raison. Théoriquement, théoriquement, le politique devrait faire ça. Mais alors, le problème, à mon avis, la machine infernale qu'on a créée, vous parlez de l'objectif à valeur constitutionnelle de santé publique, par exemple, mais il y en a des tas, mais je suis d'accord avec vous sur la décision du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, soit dit en passant, pour moi, la décision du Conseil constitutionnel, je ne suis pas un spécialiste non plus de ça. Là, je donne un avis à brûle pour point. Je vous avoue que je n'ai pas non plus épluché toute la jurisprudence sur le sujet. Mais j'ai trouvé qu'idéologiquement, la position du Conseil constitutionnel était logique. Parce que, quelque part, c'est l'aboutissement d'un raisonnement qui est d'une cohérence implacable, qui est terrifiant, mais qui est cohérent. C'est quelque part que la liberté la plus essentielle, vu qu'elle disparaît, on la sanctionne, ou en tout cas, on ne fait pas le nécessaire pour la protéger, alors que par contre, d'autres libertés, on aura un regard beaucoup plus amène et beaucoup plus ouvert. Mais bon, soit dit en passant. Mais pour revenir là-dessus, je pense que ce que le politique a laissé filer, et c'est là où je pense qu'il y a énormément... Là, il y a par-delà l'Europe, il y a tout un arsenal à revoir en droit français déjà. Ce que les politiques ont laissé filer, les politiques et ont laissé à l'écart du peuple, parce que je pense qu'en plus il y a une question beaucoup d'absence de transparence et d'opacité. L'état de droit, je sais, vous me permettez de faire une incise, l'état de droit, ce qui me fascine aussi, c'est l'opacité de l'état de droit. Ce qu'on disait, c'est flou en début de discussion, c'est flou et c'est opaque. Je veux dire, si vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas fait de droit, si vous commencez à lui expliquer que l'état de droit découle de décisions prises par des juges, ça veut dire mettre en place une table de jurisprudence, d'accord, à peu de choses près dans un livre. Si vous mettez une table de jurisprudence dans un livre, vous avez 2 lecteurs. Allez, 3, d'accord, c'est-à-dire, je ne sais pas, votre chien, votre mère, enfin quelqu'un, quoi. Mais en général, personne ne lit ça. Ce qui signifie que c'est une machine à opacité, parce que c'est une machine à faire du droit, qui fait du droit et qui cite du droit. Je dis ça parce qu'à un moment, le politique a laissé filer toute la jurisprudence on va dire post-71, liberté d'association en 71, mais toute cette jurisprudence qui, en fait, en se fondant sur le fameux préambule de la Constitution, notamment de la 4e, etc., République, etc., ce qui est fascinant, je trouve, là-dedans, c'est que l'état de droit est devenu ce maillage à multiples coordonnées, mais ces coordonnées, personne ne les connaît, sauf les gens qui ont décidé de faire un peu d'archéologie du Conseil constitutionnel. Sinon, personne ne les connaît. Vous allez dans la rue, vous demandez à quelqu'un « Est-ce que tu te rappelles de la Régistie ? Est-ce que ça te dit quelque chose ?» Je veux dire, non, pas du tout. Et pourtant, et ça me fascine, à l'heure de grande écoute aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Ah non, en immigration, on ne peut rien faire. » Vous vous rappelez l'arrêt de 82 qui a été rendu par telle juridiction ? Ça veut dire que vous acceptez totalement, froidement, calmement, comme ça, qu'on ne peut rien faire à cause de décisions qui ont été rendues. Donc pour vous répondre sur le politique, je pense que le politique doit dire, ni plus ni moins, on s'arrête là, et on peut même imaginer, alors là j'imagine complètement à haute voix, on peut même imaginer qu'il y ait un retour sur ce que signifie le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire dire, il y a la Constitution, celle qui fait quelques articles et que tout le monde peut lire, et non pas la Constitution plus 70 000 pages, 45 000 arrêts, 10 000 commentaires, 3 000 exégèses et tout ce qu'on a après. Parce que c'est ça l'état de droit. C'est une machine à produire chaque jour plus de nomenclature de règles et de dérivés de ces règles que plus personne ne connaît, à part le spécialiste qui passe sa vie dans les bouquins. C'est ça pour moi le corps du problème. Je pense que c'est aux politiques d'intervenir pour un moment siffler la fin de la récréation. Mais pour le faire, et c'est bien le problème, le politique doit accepter
une bataille frontale et sur une question idéologique, qui est le sens profond de ce que c'est l'état de droit. Et ça, à mon avis, vu l'impopularité dans certains milieux, c'est ça le fond de l'affaire. Bonsoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement revenir, plutôt qu'aux politiques, vraiment au droit, et notamment à l'état de droit au sens de la hiérarchie des normes, notamment le droit à la santé, avec qu'on a pu le voir pendant le Covid, qui a été brandi par le Conseil constitutionnel, mais qui est un objectif à valeur constitutionnelle, à mon sens, d'après la jurisprudence, alors que la liberté d'aller et venir est une liberté originelle. Consacrée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie dans les libertés au sein même du bloc de constitutionnalité et du coup de la Constitution ? Si, alors absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour une raison qui est liée à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les libertés, pour moi, les libertés fondamentales sont celles qui sont littéralement fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a une question d'antériorité, de chronologie, de cohérence qui s'inscrit dans une durée. La liberté d'entreprendre, on va dire le socle de liberté comme ça, sont à la fois pour un juriste et pour un non-juriste rationnelles, cohérentes et inscrites dans un patrimoine commun. Je veux dire, personne, une seule seconde, ne rêverait de remettre en cause la liberté d'entreprendre. Ça paraîtrait invraisemblable, stupide. Je veux dire, et d'ailleurs, j'ai écrit un moment dans le bouquin, non pas que je veuille me citer, mais j'étais satisfait de ma prose pour le coup. On essaye des fois de trouver un petit effet de manche tout de même. Mais j'essaie d'expliquer qu'on ne sort pas de l'état de droit comme on descend du bus. Et à mon avis, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce que vous dites est tout à fait juste. Si vous consacrez la défense de liberté réellement fondamentale, et j'ai envie de dire, de façon un peu philosophique, ontologique, des libertés qui sonnent en termes de liberté fondamentale première, et qui donc sont rattachées à une racine essentielle, vous évitez le prisme des libertés dérivées qui sortent du noyau dur initial. Et aujourd'hui, si on réfléchit bien là-dessus, qu'est-ce que symbolise le duel entre les démocraties illibérales et les démocraties illibérales et donc un État comme la France, par exemple? En gros, Orban contre Macron, je veux dire, bon, c'est ultra caricatural, mais on a compris. En fait, on a deux États de droit, l'un en face de l'autre. On a d'un côté un État de droit originel. Orban, il dit quoi? Orban, il fait du Carl Schmitt revu à la sauce de l'Europe d'aujourd'hui. Orban, il dit, je décide chez moi, je suis souverain, point barre. Donc, que ce soit des questions de procédure, ou des questions de liberté, ou des questions de genre, ou des questions de civilisation, ce que vous voulez, parce qu'en fait, il les fait dériver. L'arrêt sur la Pologne concernait des questions de procédure, mais l'état de droit, c'est, je veux dire, rien. Si vous prenez la convention, le Conseil de l'Europe sur la définition de l'état de droit, il y a 45 pages rien que pour des critères de procédure. Alors si vous prenez le reste, à mon avis, dans 3 semaines, vous êtes en train de commencer seulement à lire le feuillet numéro 2. Bon, bref. Mais ça, c'est sur les critères démentiels qu'on a mis en place pour définir l'état de droit à l'européenne chez nous, on va dire. Qu'est-ce que c'est l'état de droit en face, qui nous fait face en quelque sorte? C'est donc une bonne vieille pyramide des normes à l'ancienne, avec un type qui vous dit la Constitution est la norme suprême, avec des lois en dessous, etc. Et les juges appliquent la Constitution et non pas des règles venues de jurisprudence européenne qu'ils ne reconnaissent pas, ou reconnaissent à moitié, d'où le bras de fer. Mais donc aujourd'hui, je disais qu'on était au centre du débat et qu'à mon avis ça va durer un sacré bout de temps, parce qu'en fait on rejoue ce qu'on a fait il y a 100 ans, sauf qu'on le joue désormais, non pas avec deux auteurs qui à l'époque étaient le Chevalier Noir et le Chevalier Blanc, Chevalier Blanc Kelsen, Chevalier Noir Carl Schmitt. Aujourd'hui, on a aussi un Chevalier Blanc et un Chevalier Noir. Le Chevalier Blanc s'appelle l'Union Européenne, le Chevalier Noir s'appelle la démocratie libérale. Et on rejoue, en fait, rien n'a changé. 100 ans plus tard, c'est le même clivage, sauf que, et c'est le grand paradoxe, sauf qu'entre-temps, le triomphe du libéralisme et la victoire de la sortie de l'histoire, c'est-à-dire le délire Fukuyama post-90 avec il n'y aura plus de guerre, c'est fini, on est tous sympas. Je veux dire, vu que tout ça a triomphé, on rejoue de façon dégradée sur un mode plus sympathique et a priori moins dramaturgique. On rejoue le même clivage qu'à l'époque. On remplace les noms, on joue politiquement, et surtout la différence de l'époque, c'est que nous sommes désormais officiellement
français, je veux dire, on est théoriquement du bon côté du manche, c'est-à-dire pro-européen, etc., etc. Enfin, on connaît la chanson. Et de l'autre côté, on a donc l'état de droit originel qui renvoie finalement en grande partie à ce qu'était la France il y a 60 ans. C'est pour ça que je disais en ouverture, quelque part, ce que défend la Pologne ou ce que défend la Hongrie, c'est la France du général de Gaulle, en termes de hiérarchie des normes. Hein. Je n'ai pas dit matériellement, mais en termes de hiérarchie des normes, on se situe sur un état de droit tel qu'on l'avait chez nous il y a quelques décennies. Ça n'est pas la peine de pousser des cris d'orfraie, de mettre des banderoles dans des stades de foot en Allemagne pendant la Coupe du Monde et ce genre de choses, hein, vous vous rappelez quoi. Enfin bref, la politique européenne depuis des décennies. Merci confrère pour cette conférence. On dit souvent que l'état de droit implique la défense des droits individuels et empêche par exemple à une nation de se défendre. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'exemple que vous citez à la fin de votre ouvrage sur John Yoo qui nous a prouvé le contraire? Oui, alors personnage fascinant, John Yoo. Effectivement, le cas de figure, j'ai pris dans mon bouquin le cas de figure américain comme exemple sur l'état de droit qui se défend, l'état de droit qui se défend face à l'ennemi. Pourquoi ? Parce que je me rappelais du 11 septembre, évidemment, mais surtout ce qui est intéressant, quand on se souvient du 11 septembre, on a eu des débats invraisemblables, vous vous rappelez tous. On a eu, est-ce que l'Amérique bascule dans le totalitarisme, l'autoritarisme, avec Guantanamo, le Patriot Act, la disparition des libertés, les contrôles aux faciès, enfin, on a tout entendu. Mais derrière la politique de George Bush, donc derrière la politique officielle telle qu'on la connaît grosso modo, il y a un personnage dans l'ombre qu'on connaît très très peu en France, qui est un juriste, on dirait bushiste, c'est assez faux, mais peu importe, un juriste américain qui a 34 ans au moment des attentats du 11 septembre. 34 ans, je le rappelle souvent parce que ça dit beaucoup du génie du bonhomme, du brio du bonhomme et en même temps de ses opinions très jeunes. Donc à 34 ans, c'est un universitaire brillant. C'est un type qui a... J'ai lu son article. Enfin, il a un article de 160 pages publié à 28 ans. Je veux dire, si à 28 ans, j'avais été capable de faire ça... Enfin bref, il y a des gens comme ça. C'est un peu une comète quoi, là-dessus. On ne peut pas le dire autrement. Donc à 34 ans, il est appelé par Bush pour rejoindre le ministère de la Justice américain. Et donc, il va devenir la tête pensante de l'administration Bush sur 2 ans. Entre 2001 et 2003, il est ni plus ni moins que il est l'architecte de la guerre contre le terrorisme. L'architecte, ni plus ni moins, l'architecte. C'est-à-dire que dès que la Maison-Blanche te demande « Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir Guantanamo ? Est-ce que j'ai le droit d'aller en Irak ? Est-ce que j'ai le droit de faire la guerre contre le terrorisme ? Est-ce que j'ai le droit de torturer ? Est-ce que j'ai le droit d'interroger ? Dans quelles conditions je peux interroger ? Est-ce que la CIA peut le faire ? Est-ce que les flics peuvent... Enfin, vous voyez toutes les mesures. À chaque fois, on prend le téléphone, enfin, la Maison-Blanche prend le téléphone, demande à John Yoo et lui dit, au fait, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Donc il va petit à petit rendre un ensemble de mémorandums, des textes dont la valeur juridique d'ailleurs est très très peu définie. Ça c'est un autre débat, mais on ne sait pas trop quelle est la valeur de ces fameux mémorandums. John Yoo lui dit c'est une vraie valeur juridique, ça s'insère dans l'état de droit, on va dire, à l'américaine. Évidemment, les autres disent pas du tout, c'est des décisions à moitié secrètes, etc. Peu importe. Mais donc John Yoo rend tous ces mémorandums-là et il va définir les axes de défense américains contre le terrorisme. C'est si vrai que, et ça, je vous assure, c'est fascinant quand vous le reprenez un peu en détail. Quand le 11 septembre frappe, donc le 11 septembre arrive, il faut déterminer la guerre contre le terrorisme dans les jours qui suivent. Donc le 12 septembre, et ça c'est très documenté, le 12 septembre, George Bush dit à John Yoo, qui a été appelé peu de temps avant, il lui dit voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Pas politiquement, juridiquement. Et en fait, le 14 septembre, le premier mémorandum sort de John Yoo, signé de la main de John Yoo. Premier mémorandum où John Yoo dit oui, c'est bon, le président peut partir en guerre contre le terrorisme parce que le président est compétent pour le faire. Donc en 3 jours, ni plus ni moins, il y a un mémorandum le 14 et le 25 septembre. Peu importe, hein, entre 3 jours et 2 semaines, c'est la même chose. Mais en gros, en 2 semaines, John Yoo fabrique les armes par une utilisation du droit qui, selon lui, permet au président des États-Unis de prendre tous les moyens nécessaires pour assurer la survie du pays. Mais il prend cette décision, George Bush, non pas en sortant de l'état de droit, non pas en passant par des droits d'exception,
parce qu'on a beaucoup dit ça, je veux dire, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le nombre de bouquins qui sont sortis sur l'état d'exception aux États-Unis, je veux dire, c'était un truc invraisemblable. Depuis 20 ans, on vit à l'aune de je ne sais combien d'ouvrages sur l'état d'exception permanent, de George Agamben, en passant par d'autres, et des Français, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tout ça est littéralement faux. Et quand je dis faux, c'est pas du complotisme, c'est littéralement faux. Parce que quand vous prenez du John Yoo, qui a écrit une pelletée de bouquins sur le sujet, qui a d'ailleurs écrit une sorte de journal de bord très intéressant sur sa manière de façonner le droit américain jour par jour, quasiment. C'est un bouquin de 300 pages qui fait l'archéologie des années 2001, 2003, 2005, en gros. Et là, vous apprenez au quotidien comment est-ce qu'un juriste réfléchit le droit au rapport à la politique. Non pas pour détruire le droit, mais pour se souvenir, et ça c'est fascinant, que depuis le démarrage des États-Unis, le président a toujours eu les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures, même exceptionnelles, pour combattre l'ennemi. Et en fait, il fait une archéologie, une histoire des mécanismes d'exception, en passant de Lincoln à Truman, à Roosevelt et aux autres, et en disant en fait, chaque fois qu'il y a eu une question exceptionnelle, du genre Première Guerre mondiale, guerre de Corée, Seconde Guerre mondiale, même invasion au Panama, on passe par des choses diverses et variées, il dit le président a toujours décidé presque seul, il l'a fait sur le fondement de ses pouvoirs de commandant en chef des armées, et donc il n'y avait aucune raison que George Bush ne fasse pas exactement la même chose dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, qu'il a raison nécessairement sur l'ensemble, mais ce qui est clair, c'est que c'est un mécanisme juridique qui a été mis en valeur, c'est un raisonnement juridique qui a prévalu, et non pas trois types bottés, je veux dire, avec un obscur conseiller dans un coin, qui ont décrété de faire la guerre en Irak sur un coin de table. C'est pas vrai. Que les options politiques puissent être discutées, certes. Par contre, derrière, il y avait une tête pensante et une machine juridique impressionnante, d'autant plus impressionnante que, et ça je l'ai découvert aussi, ça, c'est un des gros avantages quand même des Américains, il faut le dire. Je critique, mais tout de même, parce que je suis comme beaucoup de Français, on déteste adorer, on adore détester les États-Unis. C'est très français, peu importe. Mais ce qui est fascinant, c'est que, contrairement à chez nous, vous vous rappelez certainement qu'il y a quelques années, François Hollande a eu la grande intelligence de dire qu'il pratiquait l'assassinat ciblé et qu'il a dû y recourir à des journalistes lors d'un propos de table, ce qui était d'une intelligence sournoise et tout à fait mesuré, mais peu importe. Donc il a admis ça publiquement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'aux États-Unis, contrairement à la France, tout ça est beaucoup plus transparent que chez nous. Beaucoup plus transparent. Je m'explique. Si vous faites l'opération en rentrant chez vous, vous tapez ministère de la Justice, mémorandum torture, 3 mots-clés, Google, Google c'est notre ami à tous. Vous allez tomber immédiatement sur le mémorandum signé par John Yoo qui liste les techniques d'interrogatoire pratiquées à Guantanamo et pratiquées dans les black sites, dans les sites noirs de la CIA. Donc, c'est là ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en même temps, quand on me dit tout le temps « état d'exception aux États-Unis », je réponds « non droit américain », on me dit « comment tu le sais ?» Je suis allé voir sur le site du ministère de la Justice. C'est pas très compliqué. Évidemment, c'est en anglais, mais à part ça, tout est à disposition. Donc vous voyez bien un état de droit qui se défend à l'œuvre, et l'avantage, c'est qu'on a toute cette machinerie derrière qui est dévoilée, qui est beaucoup plus transparente que chez nous, d'une certaine manière. Merci beaucoup, maître. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Je le rappelle, vous pouvez vous procurer cet ouvrage au prix de 18 € que vous pourrez faire dédicacer par son auteur. Je vous informe aussi que le 15 décembre, un dîner sera organisé par le Cercle Droit et Liberté sur la démocratie à Athènes. Et c'est Michel Degeger qui sera l'invité de ce dîner. Voilà pour les informations. Merci.